Bonjour à toutes et à tous. Heureux de vous retrouver, c'est Smart Impact, l'émission des entreprises à impact positif, celles et ceux qui font de la RSE, responsabilité sociale, sociétale et environnementale, un axe fort de leur stratégie. Mon invité aujourd'hui, c'est Gonzague de Blinière, le cofondateur de Raise, l'entreprise pionnière d'une finance engagée et responsable, devient société à mission. Il nous expliquera pourquoi juste après ces titres. Notre débat, il portera sur la mobilisation du secteur de la beauté et des cosmétiques qui s'attaquent aux emballages, la transition des emballages, défi de taille, et vous verrez c'est intéressant, qui mobilise des marques concurrentes ensemble. Et puis dans Smart Ideas, la bonne idée du jour, elle est signée Moom, une application qui rend l'économie circulaire accessible à tous. La finance, cosmétique, économie circulaire, 3 univers et 30 minutes pour les explorer, c'est Smart Impact. Bonjour Gonzague de Blinière, bienvenue. Bonjour. Vous avez fondé Raise avec Clara Guémard en 2013. C'était quoi votre ambition de départ ? L'ambition de départ, c'était de traduire un cri du cœur et un cri de colère, parce qu'on en avait un peu marre de voir opposer philanthropie et capitalisme. On avait un peu marre de voir opposer impact, raison d'être et entreprise. Donc on voulait créer un univers où on pouvait un peu, non pas changer le monde, mais changer le monde de la finance. Ouais. La finance était au départ de tout, c'est une énergie. Et je pense que si la finance ne change pas, ça va être difficile de faire évoluer le capitalisme sur un capitalisme plus responsable. Oui. Est-ce qu'à l'époque, quand vous dites finance responsable, on vous prend un peu pour des extraterrestres ? Ça commençait. Mais quand à l'époque, on disait on va donner 50% de ce qu'on gagne pour une fondation qui s'appelle Raise Sherpa, qui est maintenant la plus grosse fondation privée pour l'entrepreneuriat, qui a 37 millions d'euros, on nous prenait un peu pour des bisounours. Mais maintenant, ça existe, ça tourne bien et ça devient vraiment un écosystème de marché. Et quel bilan vous en faites d'ailleurs de ce fonds de dotation dédié aux startups Raise Sherpa ? Écoutez, quand on avait créé Raise avec Clara Guémard, on s'était dit on va créer un fonds, il y aura 300 millions d'euros. En fait, on est à 1,5 milliard, on aura 2 milliards à la fin de l'année. Pourquoi ? Parce que la fondation, elle est au cœur de notre écosystème. Elle a accompagné près de 450 startups dans des programmes différents, avec des prêts d'honneur, des prêts d'honneur gratuits à taux zéro et sans garantie, des prêts de 500 000 euros, des prêts de 100 000 euros, de l'accompagnement, du tutorat, de la mise en relation. Et quand on voit ce que fait notre argent que l'on gagne, puisqu'on le donne à cette fondation, on se sent utile. Et je pense que se sentir utile quand on est une société d'investissement, c'est quand même un peu différent que de vouloir gagner de l'argent pour gagner de l'argent. Ouais. Le mois dernier, vous avez annoncé une nouvelle étape pour Raise, dans le cadre de la loi Pacte, évidemment. Vous devenez entreprise à mission. Juste avant que l'interview démarre, vous m'avez dit mission. Voilà un mot qui est important, presque qui fait un peu peur. Pourquoi ? Alors, ça fait pas peur, mais ça rend responsable. Ouais. Quand on a créé Raise il y a 8 ans avec Clara, c'était vraiment notre objet. On voulait avoir une mission. Et aujourd'hui, nous sommes entreprise à mission. Nous avons un comité de mission qui est présidé par Jean-Dominique Sénard. On le remercie d'ailleurs. On a une raison d'être forte. Ça fait 2 ans qu'on travaille sur le sujet avec le laboratoire des mines. Donc on l'a fait très sérieusement avec l'ensemble des collaborateurs. On est près de 80 quand même dans cette mission. Et donc aujourd'hui, on n'est pas une entreprise comme les autres, on a une vraie mission. Alors bien sûr, il faut qu'on rende à nos actionnaires une rentabilité, mais aussi il faut qu'on aide, donc qu'on ait un bien commun, qu'on aide notre environnement, que ce soit social, environnemental ou entrepreneurial. On a une mission, on est des missionnaires. Le moment où ça devient, voilà, ça y est, c'est dans les statuts, c'est un moment émouvant ? Ah oui, en tout cas pour Clara et moi, et je pense pour l'ensemble des collaborateurs, c'était émouvant. Ils étaient tous dans la salle, parce que tous les mardis, on a une réunion, et il y avait un silence ému. Vous savez, notre mission, c'est 4 engagements simples. Le partager, nous donnons 50% de ce que nous gagnons. La parité et la diversité, nous sommes à parité totale, c'est une force. Mesurer l'impact, mesurer la performance financière et extra-financière, donc l'impact de Raise, et puis rester innovant. On veut vraiment être en avance sur notre marché de la finance. Ce monde du private equity est un monde qui prend énormément de place entre le côté et l'immobilier, et on se veut responsable. Je reprends votre raison d'être, développer un écosystème innovant et généreux pour soutenir des entrepreneurs visionnaires et construire avec eux une économie responsable et durable. Soutenir des entrepreneurs visionnaires, vous avez comme ça, là, spontanément, quelques exemples parmi tous ceux que vous avez accompagnés depuis presque 10 ans ? La stratégie de Raise, c'est d'être toujours minoritaire.
Donc on est entre les mains de l'entrepreneur. Donc il nous faut le choisir et il faut que l'entrepreneur nous choisisse. Donc il est fondamental que cet entrepreneur ait la conscience même de notre raison d'être quand on est actionnaire chez eux. Un exemple, François Lemarchand, Antoine Lemarchand, créateur de Nature et Découverte. Ce sont des entrepreneurs visionnaires. Dès le départ, ils avaient décidé d'affecter 10% de leurs résultats à une fondation pour leur environnement. Babylou, Rodolphe Karl. La famille Karl est une entreprise qui quand même a fait un leader mondial dans le monde des crèches, avec une approche qui est assez visionnaire. Je dirais Castaldi, Thibault Lamarque, qui est un type, joueur de rugby fantastique, qui a créé... Ça ne gâte rien. Voilà, ça ne gâte rien, surtout en ce moment, le match de samedi soir, et qui a créé une entreprise qui distribue de l'eau, plutôt que d'avoir, pour remplacer les bouteilles en plastique, distribue de l'eau, on en voit partout maintenant, pétillante, plate, froide, distillée, filtrée. Voilà, tous ces entrepreneurs-là, ils ont bien sûr ce désir de créer une entreprise et de faire vivre leur entreprise. Ce ne sont pas des associations, mais aussi d'avoir un impact positif sur l'environnement et sur leur écosystème. Ouais. Quand je reprends effectivement les engagements liés au fait de devenir entreprise à mission, sur l'aspect parité, diversité, source de performance et d'harmonie, je reprends vos mots, mais derrière ces mots, il y a quoi? Il y a une politique de recrutement, il y a des choix justement d'investissement dans des entreprises qui remplissent aussi ou qui tendent aussi vers ces objectifs? Il y a d'abord un premier choix que nous avons fait avec Clara, c'est d'être en binôme. Ouais. Diriger une boîte en binôme, c'est être binôme à parité. Clara Gonzague, Mathieu Alexandra, Séverine Arnaud, c'est-à-dire dans tous les étages d'entreprise, dans tous les véhicules, vous avez à chaque fois un binôme. Donc c'est déjà un pari important. Vous ne pouvez pas dire je, vous êtes obligé de dire nous. Première chose. Votre ego, vous le gérez différemment. Ensuite, la parité, c'est simplement une décision. Quand Clara, nous avons décidé de créer Raise Ensemble, elle m'a dit, ça sera parité ou pas du tout. Eh bien, il suffit de recruter des jeunes femmes, parce qu'on m'a toujours dit, moi ça fait quand même près de 40 ans que je fais du private equity, du monde de l'investissement, on m'a toujours dit c'est très difficile de recruter des femmes. Non, nous l'avons fait, nous avons 40 femmes, 40 hommes, à égalité totale, dans toutes les strates, il suffit de recruter des jeunes et de les faire grandir. Donc nous le vivons, cette parité, nous vivons ce management à deux, et ça nous rend plus efficaces, ça nous rend plus solidaires, et ça nous rend plus innovants. Voilà, est-ce que ça veut dire aussi que vous cherchez à privilégier des projets qui sont portés par des femmes? Parce qu'on a plusieurs fois dans cette entreprise pointé du doigt le fait que c'est beaucoup plus difficile pour des femmes entrepreneurs de lever les mêmes sommes que les hommes. Donc c'est un vrai souci de machisme de la finance, hein. Il n'y a pas d'autre mot à employer. Alors, à la Fondation Sherpa, nous accompagnons plus de 33%, je crois, d'entreprises qui sont créées par des femmes. Le réflexe que l'on a, nous rencontrons avec Clara tous les entrepreneurs dans lesquels nous investissons, que ce soit les investissements de 1 million ou de 50 millions d'euros. Et à chaque fois, nous posons la même question, où sont les femmes? Donc, alors, on nous dit, souvent on nous répond, mais nous en avons plein, mais on ne les voit pas, elles ne sont pas au comité de direction. Donc, on a toujours cette démarche de dire, vous savez, c'est un plus, faites-le, accompagnez-le. Alors, quand on a des entreprises dirigées par des hommes qui sont de qualité, on les accompagne aussi, mais on essaye de les transformer en les aidant à pousser l'arrivée des femmes dans les comités de direction. Quand vous prenez ces engagements, vous les avez cités, hein, les 4 engagements principaux, ça signifie quoi? On rentre un peu dans la mécanique qu'on a déjà exposée ici de la loi Pacte et de l'entreprise à mission. Ce sont des engagements qui sont vérifiés chaque année, sur lesquels vous allez chercher à progresser. C'est quoi l'idée? Alors, c'est une règle de vie d'entrepreneur. C'est-à-dire que chaque individu chez Raise doit à chaque fois se poser la question, est-ce que je respecte bien ma raison d'être sur mes quatre piliers? Ensuite, nous avons quand même un comité de mission qui se réunit 2 fois par an. Nous sommes audités, c'est la règle quand vous êtes entreprise à mission, et ce comité de mission est chargé, avec l'audit qui est fait tous les ans, de vérifier que nous respectons bien notre raison d'être et nos quatre engagements. Donc c'est vraiment une manière de vivre à l'intérieur de l'entreprise. Nous l'avons fait un peu à l'origine, puisque dès le départ avec Clara, on voulait créer une finance autrement, une finance différente, qui n'opposait pas la philanthropie, ce que je vous disais tout à l'heure. Donc c'était peut-être plus facile quand on est un peu natif comme ça. Mais quand même, c'est une démarche forte. Et encore une fois, ça a été 2 ans de travaux avec l'ensemble des collaborateurs de Raise.
Oui, parce que c'est inscrit dans les statuts. Hein. C'est inscrit dans les statuts, ça a été des réunions, ça a été des débats. La fameuse phrase sur la raison d'être que vous avez citée, elle a été travaillée, vous ne pouvez pas vous imaginer. Le mot a été choisi, parce que derrière chaque mot, il y a un engagement. Et donc chaque mot est fort et lourd, parce que derrière, il y a un engagement. Oui, en fait, il faut lire la raison d'être et puis tout ce qu'il y a derrière. C'est ce qui est le plus important effectivement dans la loi Pacte. Ce comité de mission, on peut terminer là-dessus, il est formé de personnalités qui sont variés, qui viennent uniquement du monde de l'entreprise, pas seulement. C'était quoi l'idée? Alors, d'abord, on a choisi Jean-Dominique Sénard qui a accepté de nous accompagner parce que c'est un des premiers qui a investi chez Raise à l'époque avec le groupe Michelin et que comme c'est lui, avec Nicole Notat, qui a créé la loi Pacte, on s'est dit que ça serait quand même merveilleux qu'il accepte. Donc, ça a été lui d'abord. Ensuite, des hommes et des femmes, toujours la parité. Donc, nous avons Delphine Ernotte, qui est la présidente de France Télévisions. Nous avons Salomé Berriot, qui a créé une association qui s'appelle Chemin d'avenir. Et puis, nous avons un prêtre, Nicolas Butet, qui est un ancien député, avocat, qui est plutôt tourné vers la pauvreté, puisqu'il s'occupe beaucoup des pauvres à Calcutta. Et puis, une start-upeuse qui a créé sa boîte. Donc, l'idée, c'est varier, parité, et puis des gens aussi qui comprennent notre engagement parce qu'ils sont eux-mêmes engagés. Ouais. Merci beaucoup, merci Gonzague de Binière d'être venu nous présenter cette nouvelle étape majeure dans l'histoire de Raise. On passe à notre débat, les emballages dans l'univers de la cosmétique et de la beauté. Retrouvez le débat de Smart Impact avec Veolia. Le débat de ce Smart Impact avec Olivia Garnier, bonjour. Vous êtes la directrice des affaires publiques et de la communication de la Fédération des entreprises de la beauté. J'accueille également Géraldine Poivert, bonjour. Bonjour. Présidente, cofondatrice de Reset. C'est quoi, en quelques mots, vous l'avez créé il y a 3 ans, c'est ça? Oui, 2 ans et demi. Ouais. C'est une société de conseil opérationnel en transition environnementale et économique avec une obsession. Mais une obsession, c'est de passer à l'acte, d'arrêter les livres blancs de la notation et de transformer la chimie, les industries. Parce qu'en fait, ça marche. Il y a une croissance verte. On n'a pas besoin de rester jusqu'à l'étape de contemplation et de se dire que tout est fini. On peut faire des milliers de choses. Oui, et ça suppose de fédérer, on va en parler, des acteurs et parfois des concurrents. La Fédération des entreprises de beauté, ça existe depuis 125 ans, c'est ça? Oui, c'est une des premières fédérations qui a été créée au moment de l'exposition universelle pour organiser le pavillon de la parfumerie française. Ouais. C'est combien d'entreprises aujourd'hui? C'est à peu près 350 entreprises en France qui représentent donc les fabricants de produits cosmétiques. Donc par cosmétique, il faut entendre les produits de soins et de maquillage, mais aussi tous les produits d'hygiène, toute la parfumerie. C'est un des rares secteurs où la France est leader mondial. On est le 3e secteur exportateur de France et ça marche plutôt bien. Mais aujourd'hui, on veut être au-delà d'être leader mondial, on veut être leader mondial de la cosmétique durable. Et c'est pour ça qu'on a mené et qu'on mène plusieurs projets avec le cabinet Reset pour nous aider dans cette transition écologique collective du secteur. Alors, on va parler ensemble des emballages. 5% des emballages plastiques en France viennent du secteur de la beauté et des cosmétiques, Olivia Garnier. Donc, c'est un défi pour le secteur, mais même, j'ai envie de dire, pour la société française en général de s'attaquer aux emballages. Absolument. On n'est pas les plus gros pourvoyeurs en déchets plastiques, notamment par rapport à l'alimentaire, mais ce n'est pas une raison pour pas s'attaquer au problème, bien évidemment. Et ce qui s'est passé il y a à peu près 2 ans, c'est qu'on s'est retrouvés, donc c'est le collectif de toutes les entreprises cosmétiques, face à des consommateurs qui réclamaient des emballages plus durables, à des pouvoirs publics qui, et c'est bien légitime, commençaient à mettre une pression réglementaire pour faire face à l'urgence environnementale, et des entreprises cosmétiques qui, bien sûr, avaient déjà pris conscience de ces enjeux, qui avaient déjà mis en place des actions individuelles, parfois ambitieuses, mais qui restaient individuelles. Il n'y avait rien de collectif. Et à un moment, et je pense que Géraldine sera d'accord, quand on veut faire bouger les choses, quand on veut vraiment avancer dans la transition écologique, à un moment, il faut passer à l'échelle. C'est à un moment, il faut passer à du collectif, à du massif. Sinon, ça reste du témoignage. Le témoignage, c'est bien, c'est important. Mais si on veut vraiment faire bouger les choses, il faut se mettre ensemble. Donc, en tant que fédération, on a mis autour de la table des entreprises qui sont concurrents, qui tous les jours se disputent des parts de marché de manière féroce et qui font justement la compétitivité de la cosmétique française. Mais voilà, et on les a mis autour de la table et on leur a dit, voilà, vous faites
tous des choses, mais il y a un moment, est-ce qu'on ne peut pas mutualiser, est-ce qu'on ne peut pas aller plus loin? Et je dois dire que les grands, comme les petits et les moyens, ils ont tout de suite dit oui, en fait. Ils ont tout de suite dit, OK, il faut qu'on trouve une solution pour réduire notre empreinte plastique, l'empreinte plastique de nos emballages. Et après, on s'est dit, comment on fait? On est allé voir le cabinet Reset qui nous a aidé à faire une feuille de route. Alors, c'était quoi cette feuille de route et le défi à relever, défi collectif, on l'a bien compris. Oui, en fait, il y a 2 défis à relever quand on fait des transitions environnementales et économiques. C'est d'abord d'aller chercher des matériaux alternatifs et des énergies alternatives. Et il y a loin de la coupe aux lèvres. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, et je pense que tous vos auditeurs et ceux qui vous suivent doivent le savoir, c'est que c'est compliqué. Il ne faut pas nier la complexité. Réinventer du packaging sans plastique, mais c'est une gageure. Le plastique, c'était magnifique, c'était fantastique, ça s'extrudait, c'était pas cher et c'était barrière à tout. Donc il y a toujours un défi technologique et industriel qui est très dur, qui suppose de réallouer des investissements. Et il y a un autre défi, c'est que la transition environnementale, c'est une victoire collective. Personne ne peut faire tout seul, mais même le leader d'un secteur, il ne peut pas tout seul maîtriser tout son amont et tout son aval. Donc en fait, s'il n'y a pas un travail collectif, sans naïveté, avec peut-être un petit peu de romantisme, mais sans naïveté, il faut assembler toutes les chaînes de valeur. Et c'est ce qu'on a fait pour la FEBA, c'est faire travailler ensemble des concurrents avec une méthode nouvelle, tout le monde dans le même contrat, tout le monde avec la même gestion de l'IP, tout le monde dans le même copil, une entreprise, une voie, des grands, des petits. Et après, nous, ce qu'on aime faire chez Reset, c'est ouvrir le capot du moteur. Donc, on a ouvert le capot du moteur et on a travailler sur des nouvelles chimies, des nouvelles usines. Mais alors là, justement, inventer un packaging en papier carton qui protège, puisque c'est ça qui protège les formulations, hein. C'est quand même un défi. Pardon, mais je vais poser des questions triviales. Non. Ça coûte combien? Ça prend combien de temps? Qui met au pot dans un projet comme ça? C'est que des questions très pertinentes. D'abord, ça va prendre minimum entre 1 et 5 ans. Pourquoi? Parce que, vous savez, dans le jargon, on dit technology readiness level, c'est-à-dire que depuis les 30 Glorieuses, toute notre chimie et notre génie des matériaux est issu du pétro-sourcé. Donc revenir à travailler sur de la fibre, c'est-à-dire de la cellulose, des hémicelluloses qui viennent du bois, ça n'aura échappé à personne que c'est poreux. Donc faire de l'emballage qui va être barrière à l'eau, au gras, à la vapeur d'eau, très compliqué. Donc en fait, on travaille sur mieux tisser cette fibre et surtout lui appliquer dessus des coatings. Donc ça va prendre quelques années pour rattraper aussi le retard qu'on a pris en R&D. Ça coûte de l'argent. Ça va être... on n'est pas à 100% plus cher, mais on est sur des transitions un petit peu plus chères. Ce qui coûte surtout, c'est le moment de la transition industrielle. Il faut passer d'une usine à une autre. En fait, les gens qui nous suivent comprennent ces mots économiques, mais en OPEX, c'est-à-dire en run, on va retrouver de la compétitivité. Ce qui est compliqué aujourd'hui, c'est qu'on a des équipements industriels de façonnage de l'emballage et de façonnage de ces matériaux qu'on a amortis depuis 10 ou 20 ans et en fait, il faut les changer. Donc ça va prendre du temps, mais je pense qu'à la clé, il y a un packaging qui est plus durable, qui se recycle, qui sera mieux accepté par le consommateur et surtout qui, à terme, coûtera moins cher en parafiscalité. Oui. Mais Olivier Garnier, comment les petites entreprises elles peuvent suivre dans un... J'ai bien compris qu'il y avait c'est la mise en commun, une entreprise, une voie, etc. Mais pour les investissements, comment les petites entreprises peuvent suivre? Alors on adapte nos consortiums, on a plusieurs consortiums. Il y a celui effectivement pour développer des emballages souples en papier carton. Il y a aussi un consortium qui est en train de se former sur l'affichage environnemental. Il y a des tickets en fait qui sont proposés à des plus petites entreprises. Et comme le disait Géraldine, au bout d'un moment, à l'issue du processus, le capot il va être ouvert et toutes celles qui vont vouloir bénéficier des solutions industrielles qui ont été développées, elles le pourront le moment venu. Et ça, cette coopération entre les grands et les petits, c'est quelque chose qui fonctionne très bien. Alors, je ne me permettrai pas de parler d'autres secteurs, mais en tout cas en cosmétique, ça fonctionne très très bien. Il y a des locomotives, c'est vrai. Après, les grands apprennent aussi des petits. On s'aperçoit qu'on est une industrie avec beaucoup d'entreprises qui se créent, beaucoup de petites marques qui se créent, notamment autour de promesses de transition écologique avec des nouveaux emballages, des nouvelles formules. Donc les grands apprennent aussi des petits. Et je dis ça aussi sans romantisme, mais vraiment, ça fonctionne bien. Et demain, les entreprises, les PME, elles pourront bénéficier très concrètement de ces nouveaux emballages en papier carton grâce aux investissements de départ qui ont été faits. Oui, et peut-être... Je crois qu'il faut rajouter une chose, c'est que les moments terribles qu'on vit, alors nous par procuration, peut-être aussi avec un petit peu de démission, mais c'est pas le débat, mais je pense que la guerre, la difficulté du sourcing, je pense que cet accent sur la souveraineté rappelle une chose aux entreprises. Cette transition environnementale et économique, elle vous oblige à vous rapprocher de vos fournisseurs et de votre aval et à non plus les traiter en supply chain, je te remets en concurrence, mais en fait en écosystème de valeur.
créer des partenariats pour les PME, c'est aussi leur faciliter un travail industriel de sourcing. Et je pense qu'en plus, le plan France Relance 2030, qui va venir comme ça, créer des pôles de compétitivité et des hubs, nous, on est très vigilants à ce que tout le travail qu'on fait pour la FEBA puisse ensuite aboutir à des premières usines, à de la relocalisation qui va aussi bénéficier aux PME. Donc, elles payent moins cher pour travailler dans le consortium, mais elles vont être aussi accompagnées sur le plan industriel et sur le plan de la transition. Et puis, on a une conviction, et la FEBA et la cosmétique nous suivent aussi, c'est que à terme, et ce terme, il est dans 4 ou 5 ans, c'est rentable de faire du durable. Parce que quand on achète pas cher, pas renouvelable, en fait, ça coûte très cher à l'entreprise. Demandez à un directeur des achats qui achète des choses sourcées très très loin, pas du tout durables et très polluantes. Mais demain, cette entreprise, elle va payer le coût de sa pollution. Donc, il vaut mieux qu'elle se mette dès aujourd'hui à travailler sur quelque chose qu'elle va maîtriser, pouvoir décliner, qu'être rattrapée par la patrouille, ce qui ne saurait tarder. Les objectifs chiffrés de ce Plastic Act, réduire de 15% la quantité de plastique utilisée à l'horizon 2025, réemployer 20% du plastique, réincorporer 10 à 25% du plastique dans de nouveaux emballages, recycler 100% des emballages plastiques. Est-ce que vous en êtes très loin de ces objectifs ? Alors donc, ce sont des objectifs pour 2025. Oui. On va faire des points annuels. Ça a été lancé en juin dernier. On en est, je vais être transparente. Il y a des choses qui vont être difficiles. Le réemploi, réemployer 20% des emballages, c'est pas facile en cosmétique. Pour ça, ça va passer beaucoup par la recharge, qui est un dispositif de réemploi qui fonctionne bien en cosmétique. Il y a des solutions plus compliquées comme le vrac. Le développement du vrac, c'est quelque chose qui se fait. Chacun peut aujourd'hui acheter du gel douche, du shampoing en vrac, mais ça va plafonner assez vite parce qu'on a des formules qui sont complexes et à un moment ou un autre, vous achetez pas de la crème anti-rides comme vous achetez des lentilles corail en vrac dans un magasin, ça fonctionne pas de la même manière. Donc il y a des choses qui sont plus complexes. Le recyclage de 100% des résines plastiques aussi, c'est pas évident à atteindre. Donc je vais pas mentir, c'est pas facile, mais pour l'instant ça avance bien et on va avoir, je pense notamment à horizon 5-6 ans, des très très belles réalisations en termes de recherche-développement. Et comme le disait Géraldine, il y a aussi cette idée de réindustrialisation de la France. On a la chance, on a beaucoup travaillé pour ça, d'être un secteur qui est champion du Made in France. Nous, on fabrique en France. Maintenant, on peut aller plus loin en achetant davantage en France. Et toutes les solutions de demain, les solutions durables, les flacons recyclables, l'aluminium recyclé, les intrants, les ingrédients naturels, le verre recyclé pour nos flacons de parfum. Toutes ces solutions de demain, il faut qu'on les produise en France. Il ne faut pas qu'on aille les acheter ailleurs. Donc, tout cet effort de réindustrialisation, de reconquête industrielle dans les achats, c'est une de nos priorités. Est-ce que ça veut dire, parce que ça c'est un objectif national, et vous avez parlé de France Relance, est-ce que ça veut dire que dans ce projet, vous êtes aidé, par exemple par l'ADEME ou par des organismes de ce style ? Pas à ce stade, mais l'idée, nous, on est en train de faire... Nous, chez Reset, on a une méthode scolaire, parce que pour ouvrir le capot du moteur, on commence toujours par des diagnostics. C'est où est-ce que les gens en sont avec l'usage de leurs ressources et de leur énergie. Puis ensuite, on définit le besoin de la transition. Donc on requête, on qualifie, parce qu'en fait, l'innovation qu'on doit trouver, et Olivier l'a très bien dit, faire un nouvel emballage pour de la crème. La crème, ça se conserve 2 ans minimum. Vous mettez vos petits doigts dedans, vous ajoutez des agents pathogènes, donc ça doit être très résistant. Ça se transporte, ça se soude. Donc en fait, ça ne s'invente pas comme ça. Donc on va jusqu'à l'innovation, ensuite on fait des pilotes industriels. Ce qu'on va attendre et aller solliciter de la part de France Relance, c'est le moment où on va rentrer dans l'usinage. C'est-à-dire que nous, on prend toute la partie amont de requêter, de comprendre, de designer l'innovation, d'aller la chercher, de faire toute la chimie. Et une fois que c'est prêt et qu'on est la pré-usine et où là, il y a besoin de CAPEX, là, c'est le moment où on va aller voir France Relance. Je pense que ça s'alignera bien. Mais il ne faut pas... Dernier mot, allez-y. Ouais, je pense qu'il ne faut pas sous-estimer. Moi, je suis toujours fascinée. La transition, moi, j'en ai fait mon métier et j'adore ça, mais c'est difficile. C'est comme monter l'Everest. Donc, pour bien monter l'Everest, il faut un Sherpa, être bien équipé, faire des pauses et surtout avoir une trajectoire. En fait, on n'arrive pas au sommet tout de suite. Donc, en fait, il faut se donner un cap d'amélioration continue, pour ne pas se désespérer, 2, pour en fait le faire. Sinon, c'est vertigineux parfois. Merci beaucoup à toutes les deux, c'était passionnant. On passe à Smart Ideas, une start-up à l'honneur, comme tous les jours.
Smart Ideas avec Juliette Lasnon, bonjour, bienvenue. Bonjour. Vous êtes la cofondatrice de Moom, 5 associés je crois, et une idée, transformer nos placards en gisements de valeur. J'adore cette idée, expliquez-moi. Exactement. Mais en fait, moi, j'ai travaillé un peu plus de 20 ans dans la grande distribution, et spécifiquement dans le textile, au service d'un modèle basé sur les volumes. Vendre de plus en plus d'articles à de plus en plus de clients, souvent de moins en moins cher. Et je ne vous cache pas que ce modèle, il a fait ses preuves pendant de nombreuses années. Et aujourd'hui, les choses ont changé, modes de consommation différentes, attentes des consommateurs différentes. Et les marques aujourd'hui, les enseignes, que je connais bien, ont maintenant un défi majeur, que ce soit écologique et économique, à se transformer pour répondre à ces attentes. Et donc moi, je me suis mise, par conviction aussi personnelle, je me suis mise en réflexion il y a un peu plus de 2 ans, et j'ai rencontré donc mes associés, Jean-Philippe, Sébastien, Fabien et Nicolas, qui partageaient aussi ces réflexions. Et on s'est dit, il faut trouver une solution concrète, pragmatique, pour aider justement les retailers à mieux produire, mieux commercer, et aider les consommateurs à mieux consommer. Et donc ça donne Moom. Alors c'est quoi Moom ? Alors Moom, ça veut dire, en fait c'est une plateforme dédiée à 100% à l'économie circulaire. Oui. Et donc les 2 O de Moom, c'est symboliquement le symbole de l'économie circulaire. D'accord. Et les 2 M pour meilleur monde. Meilleur monde. Et donc c'est quoi ? C'est une plateforme ? Ça marche comment en fait ? Alors, ça marche comment ? En fait, nous, on s'est dit, l'économie circulaire, pour que ça fonctionne, il faut rassembler tout le monde au même endroit. Et donc, l'idée, c'est d'avoir une plateforme où on rassemble à la fois les marques qui conçoivent, produisent, commercialisent leurs produits, les consommateurs, mais également tous les acteurs de ce qu'on appelle, nous, de l'aval, que sont les réparateurs, les upcyclers, les acteurs du réemploi. Et donc, notre plateforme, elle rassemble tout ce petit monde, j'allais dire, pour justement répondre à notre raison d'être. Nous, Moom, on est une entreprise à mission. Oui. Et donc, notre raison d'être, c'est mettre le produit au cœur de toutes les attentions pour qu'il dure le plus longtemps, qu'il profite au plus grand nombre et ne devienne jamais un déchet. Et donc, concrètement, c'est une application qui est à votre disposition sur iOS ou Android, dans laquelle vous allez pouvoir télécharger, alimenter les produits que vous possédez. Donc j'imagine que vous avez sans doute dans vos placards des produits que vous ne vous servez plus. Oui. Et donc, mais là, on parle que de vêtements ? Alors aujourd'hui, on s'attache essentiellement aux vêtements. D'accord. Même si à terme, on peut déjà alimenter tous les produits des autres secteurs, que ce soit appareils électroménagers, jeux, jouets, loisirs, culture. Oui, vous pourrez appliquer la même logique aux autres secteurs, mais c'est d'abord le vêtement. Le secteur textile, pourquoi ? Parce que c'est un secteur qui est beaucoup plus mature sur le marché de la seconde main et qui doit aussi enclencher justement la seconde vie. Et puis parce que nous, on est originaire du Nord et donc on a un bassin textile qui est en train d'évoluer et d'entamer une transition. Et donc on souhaite accompagner ces marques dans cette transition. Donc moi, je vois bien comment je peux l'utiliser en tant que particulier. Pour les entreprises, comment elles travaillent avec Moom en fait ? Alors pour les entreprises, nous, ce qu'on leur propose, c'est déjà de se reconnecter à leurs produits. Comme je vous l'ai dit, ils investissent beaucoup de temps, d'argent à commercialiser leurs produits. Et finalement, une fois que le produit est passé en caisse, ils en perdent le contrôle. Et donc nous, ce qu'on leur propose, c'est de reprendre le contrôle de la vie de leurs produits. Qu'est-ce qui devient ? Combien de propriétaires a eu ce produit ? Dans quel état il est ? Pouvoir vraiment avoir ce qu'on appelle une traçabilité aval de leurs produits. Donc on les reconnecte à leurs produits. Pourquoi ? Pour que demain, ils puissent à la fois les collecter, soit pour alimenter, imaginons que vous ayez un jean que vous avez acheté dans une marque que vous ne portez plus, la marque avec Moom va pouvoir vous proposer de le reprendre pour alimenter un corner de seconde main, un magasin de seconde main, ou tout simplement pour reprendre le produit, imaginons qu'il soit en mauvais état, pour reprendre le produit, mais pour sa matière, pour pouvoir faire du recyclage dans leur production. On est dans l'économie circulaire grâce à Moom. Merci beaucoup, Juliette Lasnon. Voilà, c'est la fin de ce Smart Impact. Merci à toutes et à tous de votre fidélité. À très vite.